Bonjour à tous et bienvenue sur la 3e vidéo de cette chaîne, mais également le second format que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vous introduis le format Pourquoi. Avec ce format, je souhaite poser des questions autour de l'univers de la fantasy et l'étudier un petit peu plus en détail. C'est un format qui sera sûrement plus long et un peu plus lourd que les autres. Ma méthode s'approchera de la méthode universitaire, et c'est-à-dire que je vais aller chercher des sources. Ici, beaucoup Anne Besson, qui est quand même une figure du domaine. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question « Pourquoi la fantasy est-elle encore considérée comme un genre pour les enfants ?» Et ça, c'est mon chat qui râle parce qu'il veut que je joue au laser avec lui. Oui ? Viens. Viens dire bonjour à la caméra. Tu veux même pas ? Donc pourquoi la fantasy est-elle encore considérée comme un genre pour les enfants, ou tout du moins pour la jeunesse ? Je vous mettrai systématiquement toutes les sources dans la barre d'infos. Quand on pense à la littérature fantasy, on pense bien souvent au Seigneur des Anneaux, mais aussi à un spectre de la littérature jeunesse qui va de Harry Potter, Artemis Fowl, en passant par Eragon. Lire de la fantasy pour adultes demande bien souvent d'ailleurs une solide connaissance du domaine, une fois qu'on a exclu le classique Seigneur des Anneaux, et je sais bien que la saga est longue, mais ne demande tout de même pas une vie entière pour être lue. Et la majorité des romans du genre à l'heure actuelle sont édités à grande échelle en littérature jeunesse. Et pourtant, la fantasy se démocratise de plus en plus, y compris chez un public adulte. Donc pourquoi est-ce qu'on la considère encore comme une littérature principalement jeunesse ? Allons d'abord voir ses origines. Il n'est pas évident de les délimiter clairement, mais on sait que ces récits piochent dans le folklore et la mythologie. Tolkien, par exemple, s'est beaucoup inspiré des récits nordiques. Et de même, on trouve des occurrences de merveilleux dans les contes, qui étaient initialement destinés aux enfants, même si ils sont... Alors, les contes, c'est très étrange, parce que c'est destiné aux enfants dans l'objectif de leur transmettre une morale, mais les versions originales des contes sont incroyablement violentes, vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà pu les lire, mais La Petite Sirène, ça se termine pas bien du tout. Donc finalement, c'est une littérature qui s'est peu à peu décalée vers la catégorie adulte, parce qu'on a fini par la trouver un peu trop cruelle pour les enfants. Et des versions adaptées aux enfants ont été créées, notamment avec Disney qui les a adaptées en dessin animé. Donc on pense aux contes qui font réellement partie des littératures de l'imaginaire, contrairement aux mythes qui touchent plus aux religions et qui se distinguent des littératures de l'imaginaire par leur objectif. Ils n'ont pas pour but de divertir. Et on pense souvent que l'origine de la fantasy remonte à Tolkien, à tort. L'œuvre de Tolkien représente effectivement un tournant très important dans le genre, mais ce n'est pas son origine. Un siècle avant lui, en 1858, l'Irlandais George MacDonald publiait une œuvre intitulée, et vous m'excuserez pour mon accent en anglais, Fantasties, a Fairy Romance for Men and Women. Dans le même style, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan, respectivement publiés en 1869 et 1904, sont parfois également considérés comme de la fantaisie. Mais si les origines du genre font autant débat, c'est parce que la définition de ce dernier reste très floue. On regroupe souvent la fantaisie avec d'autres genres sous l'appellation littérature de l'imaginaire. Donc elle se retrouve dans les rayons des librairies, aux côtés de la science-fiction et du fantastique. Pourtant, vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de choses qui les différencient. Selon Encyclopædia Universalis, l'article ayant été écrit par Anne Besson, qui est une chercheuse dans ce domaine, qui est peut-être la figure la plus reconnue dans ce domaine. Donc cet article d'Encyclopædia Universalis définit la fantasy comme un genre fictionnel
comme un genre fictionnel aux expressions plurimédiatiques et très diversifiées. Prenant le contre-pied de la modernité industrielle, elle fait régner le merveilleux dans des cadres imaginaires, passés ou actuels, à destination d'un large public. On peut donc classifier le genre grâce à un appel au merveilleux, magie, créature mythique, ou à un cadre imaginaire. Et c'est à peu près le seul cadre que l'on peut donner à la fantaisie. Ce qui fait que de nombreux ouvrages se retrouvent effectivement à la croisée des genres. Je pense par exemple à Chamblot, qui est une excellente œuvre de Catherine Musil-Moore. C'est une œuvre qui se déroule dans un univers de science-fiction. Ce sont deux mercenaires qui évoluent dans cet univers, et une créature inspirée de la Gorgone qui se rapproche du merveilleux surgit dans cet univers. Mais pourtant, ça relève plus de la science-fiction. Et le cas d'Alice au Pays des Merveilles fait aussi débat, comme le font remarquer d'ailleurs des articles de la BNF et de la Philharmonie que je vous mets dans la description, qui sont dédiés à l'œuvre. Parce que le côté enfantin de l'œuvre et sa volonté de pousser à la réflexion le rapprochent du conte, cependant il n'est pas construit comme un conte. Mais ce que je viens de vous dire, ce n'est pas vrai partout, ce n'est pas vrai dans tous les pays, c'est à vrai dire très français. La place de la fantaisie dans l'édition française n'est pas la même que la place de la fantaisie dans l'édition anglo-saxonne. George Martin, Tolkien, Lewis Carroll, J.K. Rowling, tous ces auteurs ont un point en commun, ils sont anglo-saxons. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment de terme français pour parler de la fantaisie. Le terme fantaisie S-I-E étant un peu trop général et donc rarement utilisé, on va lui préférer le terme fantaisie S-Y. Il y a quelques années encore, on réunissait le genre, y compris chez les revendeurs, sous le terme d'heroic fantasy. Ce qui n'est pourtant qu'un sous-genre de ce groupe gay bien plus large. À vrai dire, l'édition française n'est pas construite pour que la fantaisie s'y adapte vraiment. Les éditeurs ont du mal à faire entrer ces œuvres dans leur catégorie éditoriale, et ils voient encore la fantaisie comme un genre annexe, caractérisé par une lecture de loisirs facile. Et cela d'ailleurs soulève une autre question dont nous parlerons plus tard. Une lecture doit-elle être difficile pour être valable ? L'édition de fantaisie se fait donc souvent sous la catégorie littérature jeunesse ou chez des éditeurs indépendants. Le Seigneur des Anneaux n'a d'ailleurs été édité en France qu'en 1972, alors que sa publication au Royaume-Uni remonte à 1964. Cela, bien sûr, fait mal au genre qui peine à s'imposer comme sérieux auprès des maisons d'édition et des universitaires. Pour les éditeurs, publier des auteurs dans un genre science-fiction les enferme. Mais l'accès à un catalogue élargi au cinéma et à des plateformes de streaming, ainsi que la possibilité de plus en plus courante de lire et regarder des contenus en anglais, a permis à la fantaisie de s'imposer dans la culture populaire. Je suis tombée sur un excellent mémoire en faisant mes recherches d'une étudiante qui s'appelle Laura Recon et qui constate que l'évolution de la fantaisie a ainsi contribué à un enrichissement du genre. Pourtant, nombreux sont encore les lecteurs et professionnels estimant que ce dernier ne se destine qu'à un public jeune, crédule, reprenant les mêmes schémas narratifs et ne méritant pas ses lettres de noblesse. Le genre reste donc encore méconnu et victime de nombreux clichés. On le nomme encore trop souvent Heroic Fantasy, du nom d'un de ses sous-genres. On a également encore trop tendance à le mélanger à la science-fiction sous la catégorie des littératures de l'imaginaire. Mais l'avènement des jeux vidéo et des plateformes de streaming telles que Netflix et OCS a amené à diversifier les supports et à revoir intégralement le genre. Des œuvres telles que celles de George Martin ont émergé, montrant que le genre pouvait prendre un aspect sombre et complexe, traitant de thématiques difficiles. Ainsi, il s'est peu à peu destiné aux adultes. Mais beaucoup le pensent encore comme enfantin, notamment les plus de 50 ans qui utilisent moins les plateformes de streaming et jouent bien entendu moins. Les préjugés autour de la fantaisie l'ont longtemps nui et ont même influencé son contenu.
L'enfermement du genre dans la catégorie jeunesse a amené les éditeurs à promouvoir des contenus commerciaux répondant à des logiques de rentabilité. Là encore, cela soulève une nouvelle question. Les œuvres commerciales sont-elles nécessairement mauvaises ? Dans le cas de la fantasy, cela se traduit par la production d'œuvres faciles à lire car destinées à la jeunesse. Ce sont aussi les clichés sociaux qui font sa réputation à la fantasy. Dans Open Edition Journals, vous pouvez avoir accès à une étude que je vous mets en barre d'infos qui offre une analyse peut-être très légèrement orientée, mais qui n'en reste pas moins pertinente du problème. On y apprend notamment que certains éditeurs évitent de publier leurs auteurs dans les littératures de l'imaginaire. Elles sont en effet étiquetées comme populaires. Elles sont cependant loin, selon l'étude, d'être rejetées par les publics à fort capital culturel. Donc là, je tiens à mettre mon petit grain de sable dans cet article sociologique qui utilise donc des cadres sociologiques universitaires définis par une méthode, cadres qui sont nécessaires à sa production. Cependant, je vous demande de bien garder en tête si vous allez lire cette étude et puis durant la lecture de ce paragraphe, que en sociologie, les personnes ayant effectué des cycles d'études supérieures, les enseignants et les cadres sont considérés comme un public à fort capital culturel. C'était peut-être vrai il y a un siècle, mais pour moi, ce n'est plus tout à fait vrai. La culture est devenue de plus en plus accessible grâce à la production. La culture est devenue de plus en plus accessible grâce à la production des technologies. Avant même l'arrivée d'Internet, l'achat de biens culturels comme des livres ou des vinyles était possible, bien que pas très aisé pour les classes les plus pauvres. Je vais vous donner l'exemple de ma famille. Mes grands-parents ont éduqué 8 enfants. Mon père, ma tante, mon oncle et les frères de mon grand-père. Mon grand-père était ouvrier, ma grand-mère ne travaillait pas. Il faisait donc partie de la classe populaire avec des revenus très faibles et 8 bouches à nourrir. Mais à l'heure actuelle, mon oncle est paysagiste à son entreprise. Vous allez me dire que ça reste dans la carrière de ouvrier, oui. Mon père est artisan, fabricant de meubles, mais il est passé par l'école Boulle, qui à l'époque était pas trop ouverte aux enfants d'ouvriers. D'ailleurs, on le lui a dit qu'un fils d'ouvrier ne pourrait pas être ici, ce qui ne lui avait pas trop plu. Et ma tante est professeure. Donc, je pense que cet exemple illustre quand même un changement social qui existe depuis 2 ou 3 générations. Et justement, mon père, durant son enfance et son adolescence, il échangeait des livres et des vinyles avec ses amis, il allait écouter la radio chez son voisin pour découvrir les nouveautés musicales. Donc la culture se démocratisait déjà un petit peu, même si avoir une radio n'était pas forcément accessible pour tous, et acheter des vinyles n'était pas accessible pour tous. On pouvait quand même avoir accès petit à petit à ces biens-là. Et avec l'arrivée, bien sûr, d'Internet, l'accès à la culture s'est encore plus démocratisé. Je trouve qu'aujourd'hui, ces critères ne sont plus très pertinents. Tout au plus, pour moi, ce sont des indicateurs parmi d'autres. Parce que à l'heure actuelle, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui n'est pas cadre supérieur, qui n'est pas professeur, peut être très cultivé tout simplement parce qu'il est passionné sur un ou plusieurs sujets et qui va avoir accès aux ressources qui vont lui permettre de se renseigner sur ces sujets. Ça peut être le cas, par exemple, d'un passionné de littérature qui va pouvoir avoir accès assez facilement à des livres d'occasion ou à des livres via liseuse. Donc, c'est même plus une question, c'est plus vraiment une question de revenus, c'est plus vraiment une question d'accès aux études. C'est plus une question de passion et d'intérêt parce qu'on a accès à tellement de choses aussi grâce à Internet et grâce à YouTube qu'on peut se cultiver sur à peu près n'importe quel sujet. Donc à mon sens, un passionné n'ayant pas fait d'études, mais ayant une méthode de recherche qui est rigoureuse, sera tout aussi légitime qu'un étudiant qui ne sera pas forcément passionné d'ailleurs par son master par exemple. J'y ai donc été de ma petite enquête personnelle, qui est moins représentative car elle s'étend sur un moins large public, et j'ai isolé 2 modes de pensée. Dans mon cercle d'amis passionnés par l'imaginaire et la pop culture, qui jouent aux jeux vidéo, qui lisent The Witcher, qui regardent Game of Thrones, la majorité pense que l'imaginaire, en tout cas que l'image des littératures de l'imaginaire est en train de changer.
dans le bon sens, offrant des histoires de plus en plus qualitatives et une image de moins en moins infantile. Mais mes connaissances extérieures à ce cercle et plus âgées de plus de 30 ans par exemple, voient encore la science-fiction et la fantasy comme des genres infantiles et s'inquiètent de la propension des jeunes à s'enfermer dans ces mondes imaginaires comme pour fuir la réalité. Mais ce n'est vrai que jusqu'à ce qu'on leur ressorte leurs amours de jeunesse, à tout hasard je vous citerai volontiers Zelazny, ils deviennent alors totalement inarrêtables sur le sujet. L'étude soulève aussi le rôle de l'institution scolaire dans la perception des littératures de l'imaginaire par le public. En effet, personnellement, je ne me souviens pas avoir étudié de romans de littérature de l'imaginaire à l'école. Même pas un classique. Je me souviens en revanche, puisque c'est assez récent, du refus d'une de mes professeurs d'université de me laisser faire un exposé sur le sujet suivant, le corps dans les littératures de l'imaginaire, qui était pourtant très bien documenté à l'aide de références à Anne Besson et Samuel Mainz, par exemple, qui sont un petit peu des figures. Samuel Mainz étant spécialisé exactement dans ce sujet, le corps dans les littératures de l'imaginaire, et documenté avec des ouvrages classiques de SF. Elle a refusé tout simplement parce qu'elle m'a dit que c'était pas ses références, qu'elle ne connaissait pas, et donc voilà. Elle ne voulait pas, dans le cadre d'un cours sur l'art, elle ne voulait pas me laisser faire cet exposé. Et d'ailleurs, de nombreux étudiants se voient refuser l'entrée en doctorat avec un sujet qui se rapproche des littératures de l'imaginaire, dès lors qu'ils ne touchent pas à Tolkien, qui est quand même un petit peu à part. Heureusement, les mentalités sur ce point aussi sont en train de changer. Le Centre d'études et de recherche sur les littératures de l'imaginaire a récemment été créé, réunissant des universitaires brillants travaillant sur le sujet, comme encore une fois Anne Besson, Samuel Mainz. Les attitudes du public, mais aussi les institutions, changent peu à peu face à la pop culture en général. Ainsi, les savoirs populaires sont de moins en moins méprisés et la culture n'est plus vraiment un marqueur social. Elle tend plutôt à devenir pour moi un marqueur générationnel, là où nos parents vont peut-être plus s'orienter sur du Musso. Je pense que ma génération, la génération d'après, s'oriente de plus en plus vers des littératures de l'imaginaire. Encore une fois, en règle très très générale, parce que je sais bien que ce n'est pas le cas partout. Cependant, les lecteurs de fantasy ont tendance à légitimer leur lecture par des pratiques plus élitistes, pour certains encore une fois, comme la lecture du Seigneur des Anneaux en anglais. Si les mentalités sont en mouvement, la place de l'effort dans la légitimisation des pratiques reste au premier plan. Si la fantasy ramasse ce point pour devenir une littérature reconnue, c'est peut-être aussi parce que les facilités d'écriture dans ce domaine sont nombreuses. Mais je pense que l'inverse est également vrai, peut-être même plus. Si les romans de ce genre utilisant des facilités d'écriture sont nombreux, c'est parce qu'il a une image de littérature jeunesse auprès des éditeurs. Ainsi, on trouve en fantasy en tête de gondole, dans les rayons des grandes librairies, surtout des romans faciles à lire, aux figures héroïques et lisses. Les marissous sont nombreuses dans ces ouvrages mis en avant auprès du grand public, et surtout des parents souhaitant encourager leurs enfants à lire. Dans ce type d'œuvre, le héros ou l'héroïne s'en sortent toujours au plus avec quelques cicatrices et un brushing légèrement abîmé. Face à cela, deux questions me viennent en tête. Tout d'abord, est-ce que ce style de littérature est nécessairement mauvais ? Après tout, certaines des plus grandes œuvres sont construites de cette manière. Je pense notamment à James Bond, qui s'en sort toujours même dans les pires situations. Seulement, son brushing à lui ne bouge jamais. Attention spoiler, donc ne regardez pas les 10 prochaines secondes, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas vu le dernier James Bond. On se souviendra que sa mort dans le dernier opus a été vivement critiquée par les fans parce qu'elle n'est pas en accord avec l'image du héros. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Fin du spoiler. Pourtant, personne ne considère James Bond comme une œuvre de seconde zone réservée aux enfants. Utiliser des facilités d'écriture fait-il donc d'un film ou d'un livre une mauvaise œuvre ? Mais on peut se demander aussi pourquoi ce type de littérature est plus présent dans l'imaginaire populaire que dans d'autres œuvres beaucoup plus sombres. Là encore, les mentalités changent et l'on voit sortir de leur niche des œuvres auparavant plébiscitées uniquement par les passionnés. Ce changement s'est produit, selon moi, en 3 temps.
Je pense que l'adaptation du Seigneur des Anneaux en film a subjugué le monde entier et a mis la fantasy sur le devant de la scène. Star Wars a fait de même en SF. Ces deux sagas utilisent des effets spéciaux minutieux et révolutionnaires pour l'époque, et elles ont définitivement marqué l'histoire du cinéma. Puis les jeux vidéo empruntant les codes des univers fantasy et SF se sont démocratisés jusqu'à devenir très grand public. Je pense à Halo, League of Legends, The Witcher ou World of Warcraft qui ne sont pas des jeux destinés uniquement aux adolescents. Ce ne sont que quelques exemples parmi les plus connus. Je pense même que The Witcher est destiné presque exclusivement aux adultes, avec des scènes un peu moins de 18. Enfin, Game of Thrones a déclenché un véritable phénomène et a achevé la démocratisation du genre auprès d'un public adulte, auquel il s'adresse d'ailleurs exclusivement. Ne faites pas regarder Game of Thrones à des adolescents. Entre la création de la fantasy et sa démocratisation auprès d'un public adulte, des classiques du genre ont été perdus et restent dans la niche des passionnés, prêts à creuser le sujet. Le magnifique cycle d'Ambre de Zelazny, par exemple, qui est pour moi un chef-d'œuvre d'imagination, qui a rencontré un grand succès auprès de nos parents dans leur vingtaine, qui ne reprend pas les codes établis jusque-là et qui a le mérite d'offrir une fantaisie sans nains ni elfes qui change de celle inspirée par Tolkien. On peut aussi penser à l'Ankh-Mar de Fritz Leiber, pardonnez-moi pour la prononciation, c'est un peu compliqué à prononcer, un peu plus classique qui a pourtant instauré des codes encore présents aujourd'hui. Anne Besson soulève aussi le problème de la reprise des codes instaurés par Tolkien de manière presque infinie depuis l'apogée de l'œuvre de ce dernier. Malheureusement, ces codes ne sont pas toujours repris avec le meilleur talent et peut-être que cela nuit aussi un petit peu à la fantasy. Ce n'est encore une fois que l'avis, entre guillemets que l'avis, d'Anne Besson qui est quand même une spécialiste du domaine. Donc voilà, je tenais à dire 2-3 lignes sur ce sujet. En tout cas, pour ma part, je suis heureuse de voir que la fantasy se développe de cette manière. Je pense que dans notre monde qui est de plus en plus industrialisé, de plus en plus pressé et stressant, on a besoin de mettre un petit peu d'imaginaire, de merveilleux. Et je pense que la fantasy, sous toutes ses formes, arrive à faire cela. Je pense qu'à l'heure actuelle, on en a besoin. Quant à la SF, elle permet d'imaginer des futurs, possibles ou improbables, mais en tout cas des futurs pour l'humanité. Je pense que dans ce sens, son genre a aussi totalement sa place dans notre univers contemporain. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette longue vidéo. J'espère que ce format vous plaît. Je sais qu'il est très dense, je sais que j'ai beaucoup lu mes notes parce que c'est un peu compliqué de retenir tout ça de tête. En tout cas, je remercie le nouvel abonné qui... Merci à toi de m'encourager dans mon projet. N'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.